et aborder désormais le thème de la protection juridique et financière. Donc, comment la loi apporte-t-elle sa protection lorsqu'une mesure de sauvegarde est nécessaire? Comment protéger son avenir? Quelles mesures envisager? Et sous quelle forme? Épargne handicap, errance survie, mode d'emploi. Pour aborder ce sujet, donc, nous accueillons Monsieur Hervé Lemoine, juge des tutelles et vice-président du tribunal de grande instance de Valence. Bonjour Monsieur Lemoine. Monsieur Philippe Soyer, notaire associé à Montélimar et diplômé de droit notarial des affaires et spécialiste en gestion de patrimoine. Bonjour. Et Monsieur Pascal Barnasson, conseiller en gestion de patrimoine. Bonjour, donc moi je vais vous parler des mesures de protection. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la loi prévoit qu'une personne peut bénéficier d'une mesure de protection lorsqu'elle est dans l'impossibilité, dit la loi, de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée de ses facultés. Donc il faut, que la personne ne puisse pas, on va dire, s'occuper de ses affaires, et d'autre part que ça soit en raison d'une altération médicalement constatée. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que les mesures de protection sont toujours subsidiaires, c'est-à-dire qu'on ne doit les mettre en place que s'il n'y a pas d'autre façon de s'occuper des biens d'une personne. C'est l'autre façon, ça peut être tout bêtement la procuration. Une personne a encore le discernement suffisant pour donner une procuration à quelqu'un qu'il le fasse, il n'y a pas lieu de mettre en place une mesure de protection. Il y a aussi un texte qui est moins connu, mais qui pourtant peut être utile, ce sont les habilitations judiciaires entre époux. Quand un époux n'est pas hors d'état de manifester sa volonté, l'autre époux peut être autorisé par le juge des tutelles à accomplir certains actes particuliers, ce qui évite de mettre la personne qui est hors d'état de manifester sa volonté sous régime de protection. On peut l'autoriser à souscrire un contrat d'assurance vie ou à accepter une succession, puisqu'on va vous parler de ces actes-là après, ou à vendre un bien immobilier, ce qui évite de mettre en place une mesure de protection qui, elle, dure plus longtemps. Et c'est vrai que c'est texte sur l'habilitation, donc ça ne concerne que les époux, mais c'est quelque chose de peu connu. Et enfin, il y a une troisième institution qui a été mise en place récemment, qui s'appelle le mandat de protection future, où là, une personne prévoit pour l'avenir, par un mandat qui est soit sous sein privé, soit passé devant le notaire. Notre Soyer nous en parlera peut-être un petit peu après. Et ça permet à la personne de désigner quelqu'un pour s'occuper de ses affaires, au cas où plus tard, il serait hors d'état de manifester sa volonté. Alors, quand on n'est pas dans ces trois hypothèses, donc il reste les mesures de protection. Les mesures de protection, alors, je vais rapidement les énumérer, puisqu'on m'a dit que j'avais une douzaine de minutes. Donc, il y en a trois. Il y a la sauvegarde de justice, où là, la personne conserve l'exercice de ses droits. Il n'y a pas de difficulté. Elle n'est pas frappée de ce qu'on appelle l'incapacité. Mais elle est protégée si elle accomplisse un acte qui est lésionnaire à ses intérêts, et surtout, on peut désigner quelqu'un d'autre qui est un mandataire spécial pour accomplir certains actes qu'elle ne pourrait pas faire seule. Cette mesure qui est donc très peu restrictive de droit, n'est prévue que pour une durée d'1 année, puisque c'est une personne qui, en principe, n'a pas besoin d'être protégée, sauf pour tel ou tel cas particulier. Et les deux autres mesures de protection que vous connaissez peut-être parce qu'elles sont plus connues, c'est la curatelle et la tutelle. La curatelle qui a 2 degrés, curatelle simple ou curatelle renforcée. Dans le premier cas, la personne gère ses revenus, mais ne peut accomplir les actes de disposition de son patrimoine, c'est-à-dire tous les actes importants, placement, vente d'un bien immobilier, etc., qu'avec l'accord de son curateur. En curatelle renforcée, la personne ne gère plus ses revenus, donc elle ne perçoit plus ses ressources, elle ne paie plus ses dépenses. C'est le curateur qui fait un mi-chemin entre la curatelle et la tutelle. La tutelle, là, la personne n'est plus assistée et contrôlée, mais carrément représentée par son tuteur, qui va accomplir seul les actes de gestion de son patrimoine, les actes de gestion courante, et qui obtiendra l'autorisation du juge des tutelles pour les actes de disposition, les actes les plus importants. Ces deux mesures durent en principe 5 années, donc elles sont mises en place pour 5 années maximum. Depuis une réforme de février 2015, à toute récente, la mesure de tutelle peut être mise en place pour 10 années dès le départ, si l'état de la personne est insusceptible d'amélioration, ce qui peut être le cas pour personnes qui sont atteintes d'Alzheimer ou certains enfants quand ils deviennent majeurs et qu'on sait que leur pathologie est incurable. Voilà. Donc ça, ce sont les 3 grandes mesures qui existent.
J'en parlerai pas plus à ce stade-là parce qu'on pourra éventuellement poser des questions après au forum. En principe, c'est assez connu. Je voulais juste évoquer après la façon dont saisit le juge des tutelles, puisque ça peut vous intéresser. Il faut d'abord avoir une qualité pour saisir le juge tutelle, hein, la loi le prévoit. Seul le conjoint, le concubin ou les parents au sens large, donc père, mère, fils, fille, neveu, oncle, etc., ou alors une personne qui entretient avec la personne à protéger des liens étroits et stables, peut saisir le juge des tutelles, peut présenter une requête. Autrement, dans tous les autres cas, des fois on peut être saisi par un notaire, on peut être saisi par un banquier ou par des hôpitaux psychiatriques en particulier, on peut être saisi par une assistante sociale de secteur. Tous ces signalements, puisque ça s'appelle comme ça, sont adressés au procureur de la République. C'est lui qui va transmettre ou non la requête au juge des tutelles. Donc ces requérants ne peuvent nous saisir qu'avec une requête. La requête elle doit préciser l'identité complète de la personne à protéger. En général, il faut fournir l'acte de naissance, ce qui nous permet de savoir que la personne n'a pas déjà une mesure de protection, puisque ces types de mesures sont mentionnés en marge de ces actes. Il faut des renseignements sur la situation familiale, patrimoniale, situation de santé de la personne à protéger, de manière à ce qu'on sache d'ores et déjà un peu à qui on a affaire. Et surtout un certificat médical. Le certificat médical est prévu par la loi. Il doit être fait par un médecin spécialiste, un médecin agréé, dont la liste se trouve au tribunal d'instance. Il faut venir la demander au greffe du tribunal. Ces médecins qui sont soit des psychiatres, soit des gériatres, donc vont faire le certificat, vont dire de quelle pathologie souffre la personne et préconiser un type de mesure, curatelle ou tutelle la plupart du temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce certificat a un coût prévu par la loi, 160 €, qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Je le dis parce qu'on a toujours des questions là-dessus. On nous dit, mais c'est pas remboursable. Je dis, non, c'est pas remboursé. C'est à la charge de la personne à protéger ou de sa famille. Voilà, donc une fois qu'on a cette requête complète, elle est déposée au greffe, le juge instruit la demande. Il va entendre la personne à protéger si elle est capable de répondre à ces questions, sinon on fait une ordonnance d'audition. Et on va entendre le tuteur ou curateur, la personne qui sera en charge de cette mesure, si évidemment il y a un tuteur ou curateur en temps, puisque des fois c'est les personnes seules, et dans ce cas-là, on désigne une association tutélaire. Et après, donc, on rend un jugement où on dit quelles mesures on veut mettre en place, pour quelle durée, et qui sera désigné tuteur ou curateur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour désigner le tuteur ou le curateur, le juge, il est guidé par des principes posés par la loi. Donc, le conjoint ou le concubin sont tuteurs ou curateurs de droit si je n'ai aucune raison de les écarter. Donc, par exemple, quand la communauté de vie a cessé ou s'il y a d'autres raisons de les écarter. Sinon, ils doivent être désignés comme tuteurs ou curateurs. De la même façon, les membres de la famille, si on n'a aucune raison de les écarter, frères, sœurs, fils, filles, on les désigne parce qu'il n'y a aucune raison de les écarter. Et si on n'a personne, comme je le disais tout à l'heure, on désigne une association tutélaire ou un mandataire judiciaire qui sont prévus sur des listes tenues par le préfet. Je voulais vous parler d'une dernière hypothèse qui est assez peu utilisée, c'est ce qu'on appelle la tutelle dative, c'est-à-dire que la personne qui plus tard aura peut-être besoin d'être protégée, ou les parents qui assument la charge matérielle et affective, dit la loi, de la personne à protéger, peuvent prévoir soit par acte d'huissier, de notaire, par acte notarié, soit par acte sous seing privé, la personne qui sera en charge d'exercer la fonction de tutelle ou de curatelle. Cette tutelle dative qui est prévue par la loi, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très peu utilisé. Et là encore, ce choix s'impose au juge, sauf s'il est contraire à l'intérêt de la personne à protéger. Voilà. Je ne sais pas si je suis dans le timing. Bon. Voilà, j'ai fait succinctement ce qui m'a été demandé. Je vous remercie. Bon, je vais rester assis. Vous m'entendez bien? Oui, parfait. Bien, donc l'objectif de mon intervention va être au départ de définir quelques règles de base concernant la transmission du patrimoine. Et puis après, vous donner quelques outils, quelques idées pour la transmission, notamment de l'enfant ou de l'adulte handicapé. Alors, au niveau de la transmission du patrimoine, soit on subit la transmission, c'est-à-dire qu'on ne fait rien,
soit on la prépare. On peut la préparer en faisant des donations ou en faisant des testaments. La donation étant une façon anticipée de transmettre le patrimoine. Le testament s'applique seulement au décès de la personne. Alors, au niveau du testament, je vais vous indiquer quelles sont les conditions de validité d'un testament, puisque souvent on pense que sur une simple feuille de papier on peut faire son testament. C'est le cas, mais il y a des conditions de forme. Notamment, il faut l'écrire de sa main. On ne peut pas dactylographier un testament. Le signer de sa main, bien sûr, et le dater. Quand un couple veut faire un testament, il ne peut pas prendre une seule feuille et marquer « nous » sur ce testament. Il faut chacun en faire un. Le testament est aussi utilisé, enfin je pense que Pascal vous en parlera tout à l'heure, pour les clauses bénéficiaires dans l'assurance vie notamment. C'est une particularité qui est assez utilisée. Le testament dont je viens vous parler, c'est un testament holographe, donc écrit de sa main. Sinon, il y a le testament authentique devant notaire, éventuellement qui peut être fait aussi. Il est toujours intéressant quand on fait un testament, même si on le fait tout seul dans son coin, de le faire lire à un notaire, à son notaire, pour vérifier les conditions de validité sur la forme et surtout l'application. Selon ce que vous avez marqué, ça va être applicable ou non. Alors, la transmission, quand on est un couple avec des enfants, on ne peut pas faire ce qu'on veut au niveau de la transmission. C'est ce qu'on appelle, dans notre jargon juridique, la réserve et la quotité disponible. La réserve, chaque enfant est héritier réservataire. C'est-à-dire que je ne peux pas déshériter un enfant. Et il y a des règles qui sont prévues par le Code civil. Si j'ai un enfant, il devra avoir au moins la moitié de ma succession. Si j'en ai deux, chacun devra avoir au moins un tiers. Et si j'en ai trois ou plus, chacun devra avoir au moins un quart ou trois quarts divisé par le nombre d'enfants quand j'ai plus de trois. Donc je peux faire ce que je veux d'une partie de ma succession. Si j'ai un enfant, ça veut dire que je peux faire ce que je veux de la moitié de ma succession. Si j'en ai deux, je peux faire ce que je veux d'un tiers. Ça veut dire que je peux très bien favoriser un enfant par rapport à un autre. Si je veux protéger un de mes enfants, peut-être que je lui transmettrai 2 tiers de mon patrimoine et 1 tiers seulement à l'autre. Donc ça, ce sont les règles du Code civil, on ne peut pas y déroger. Et ça permet, en complétant avec certains outils, de bien organiser la transmission de la personne à protéger, notamment. Le conjoint survivant n'est pas un héritier réservataire. Alors, au niveau des outils qu'on peut avoir pour la gestion de son patrimoine et l'organisation de celui-ci vis-à-vis de l'enfant, je vais vous parler de 4 choses essentiellement: les libéralités graduelles, les libéralités résiduelles, la société civile et le démembrement de propriété. Les libéralités graduelles. Donc, libéralité, ça veut dire qu'on peut faire soit par donation, donc on anticipe, on le fait avant son décès, ou par testament. On fait bien sûr avant son décès, mais ça s'appliquera qu'à son décès. Donc, graduel, ça veut dire je donne quelque chose, ou je lègue quelque chose à mon enfant. On va prendre toujours l'exemple par rapport aux enfants. Je lègue quelque chose à mon enfant et je lui mets une charge dans cette donation, à charge pour lui de transmettre ce bien à son décès à telle autre personne. Donc je peux très bien léguer une maison, la résidence principale, ou un studio dans lequel loge mon enfant atteint d'un handicap, et à charge pour lui, lorsqu'il sera décédé, que ça soit transmis à son frère ou à sa sœur, ou à des petits-neveux ou petites-nièces. Donc il y a des avantages fiscaux que je ne vais pas développer ici, et puis au moins on a prévu la transmission sans qu'il y ait d'interférence avec l'enfant atteint d'une maladie, puisqu'il n'aura à s'occuper de rien. À son décès, le bien sera transmis à l'autre personne. Bien sûr, ça veut dire qu'il ne pourra pas le vendre, puisqu'il devra conserver le bien. On a également les libéralités résiduelles, où là, finalement, c'est le reste qui sera légué à une autre personne. Donc là, la personne qui recevra un bien pourra très bien le vendre, ou si ce n'est pas un bien immobilier, un portefeuille ou des avoirs
bancaires, eh bien, il pourra les utiliser, et puis s'il en reste un petit peu à son décès, ça sera transmis à une autre personne. Donc c'est la libéralité résiduelle. Toujours pareil, par donation ou par testament. Donc ça, ce sont des outils tout à fait adaptés aux situations avec les personnes handicapées. Alors nous avons également la société civile qui va permettre éventuellement d'organiser les pouvoirs et la gestion de certains biens. On a vu tout à l'heure avec monsieur le juge qu'il y avait des mesures de protection et notamment la tutelle qui est une de ces mesures de protection où on doit demander au juge l'autorisation de disposer d'un bien. Si on veut gérer ça au niveau familial, on peut très bien avoir un bien dans une société civile. Dans cette société civile, on peut avoir 3, 4 enfants, voire des neveux et nièces, plusieurs membres de la famille, et faire en sorte que les pouvoirs de décision, selon certaines majorités, soient faits sans avoir besoin de demander l'autorisation, éventuellement au juge de vendre le bien. On peut en disposer sans avoir besoin de demander cette autorisation. Ou en nommant un gérant et en donnant beaucoup de pouvoir à ce gérant. Et on a également comme technique de gestion de patrimoine le démembrement de propriété. On peut, grâce à l'usufruit et à la nue propriétaire, puisque la pleine propriété d'un bien, c'est l'addition de la nue propriété de l'usufruit. L'usufruit, c'est l'usage d'un bien ou en avoir les fruits. Si je parle d'un logement, un studio par exemple, l'usufruitier d'un studio, il va pouvoir soit l'habiter, l'utiliser, soit éventuellement le louer et en toucher les revenus. Le nu propriétaire, c'est celui qui en sera propriétaire, mais finalement sans pouvoir en avoir l'usage ou les revenus. Il en deviendra plein propriétaire et en aura donc l'usage ou les revenus au décès de l'usufruitier. Donc on voit qu'on pourrait très bien transmettre l'usufruit d'un studio à la personne handicapée qui loge dans ce studio, et puis la nue propriété à son frère ou à sa sœur, ou à ses neveux et nièces, qui finalement, au décès de l'usufruitier, recueilleront la pleine propriété de ce bien. Voilà, moi j'ai terminé mon intervention. Je vais laisser la place à Pascal. Alors moi je vais vous faire un petit diaporama. Hop. Alors moi je vais aborder plus précisément donc, 2 solutions patrimoniales assez connues aussi. Il s'agit donc de solutions qui sont spécifiques à la personne handicapée. Il s'agit bien évidemment de la rente sur vie, qui est un contrat de prévoyance décès. Et puis vous avez l'épargne handicap, lui qui est un placement, mais en assurance vie. L'assurance vie classique que vous connaissez tous, mais avec une option. Alors, il y a une problématique importante par rapport aux parents lorsqu'ils souhaitent constituer des ressources pour leur enfant handicapé. C'est que la première chose, c'est qu'ils essaient d'éviter de diminuer ou de supprimer des allocations qu'ils pourraient toucher donc, par le fait de ressources suite à ces placements. Et puis la deuxième, c'est d'être éventuellement d'avoir que cette épargne soit captée par donc, je dirais l'aide sociale dans le cas surtout par exemple dans la participation aux frais d'entretien et d'hébergement. Ah, il y a un petit souci, je n'avais pas vérifié. Le si, je voulais que ça marche. Donc, un petit souci technique. Ah, ici. Ah, c'est vrai que si vous n'arrivez pas à regarder, c'était pas volontaire. Donc je continue. De toute façon, la diaporama, vous la retrouverez sur le site Agir pour l'autisme, parce que je la basculerai là-dessus, comme ça vous pourrez la visionner tranquillement. Voilà, donc je disais que un double enjeu pour les parents, c'est éviter donc, que ces ressources diminuent ou suppriment des allocations ou des aides éventuelles, et ou éventuellement soient captées donc, par les aides sociales. Donc, alors, j'avais fait un sommaire, vous le verrez peut-être, sur lequel on va voir les aspects juridiques et fiscaux de la rente sur vie et de l'épargne en handicap. Donc, je vais vous expliquer. La rente sur vie, c'est assez rapide parce que c'est un contrat de prévoyance. Et puis, on va regarder ensemble aussi les conditions de souscription donc, de l'épargne handicap. Et là, je vais aborder un peu plus rapidement
ce qu'on appelle l'assuré, qu'est-ce qu'on appelle aussi l'état d'invalidité pour une personne lorsqu'on souscrit un contrat d'épargne handicap, la clause bénéficiaire dont on parlait tout à l'heure, donc éventuellement via une clause testamentaire, et puis savoir si on peut transformer un contrat d'assurance vie classique en contrat d'assurance avec l'option handicap. Et puis les aspects fiscaux, on verra la réduction d'impôt, la fiscalité en cas de rachat, la fiscalité en cas de sortie en rente et la fiscalité en cas de décès. Alors la rente sur vie, c'est avant tout donc un contrat de prévoyance qui garantit donc au terme soit un capital à l'enfant handicapé, à l'adulte handicapé, ou une rente viagère. Généralement, c'est fait par un proche, c'est-à-dire un parent, donc ça peut être le papa, la maman, mais ça peut être aussi tout autre parent, c'est-à-dire par exemple un grand-père pour son petit-fils ou un oncle pour son neveu. Voilà, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. La loi dit simplement qu'en fait on peut souscrire en ligne directe ou collatérale jusqu'au 3e degré. Et éventuellement, une personne, par exemple, qui n'est pas parent avec l'adulte ou l'enfant handicapé, mais qui l'a sous son toit et s'en occupe quotidiennement, peut souscrire lui aussi un contrat de rente sur vie à son profit. Autre chose qu'il faut savoir sur la rente sur vie, c'est que le bénéficiaire doit être exclusivement une personne atteinte d'une infirmité. Donc il est précisé qu'il empêche de se livrer à une activité professionnelle. Donc c'est important de garder cette notion en tête. Avantage du contrat de rente sur vie, c'est qu'il n'y a aucun impact sur les prestations qui sont versées par ailleurs. C'est-à-dire que les rentes servies n'entrent pas dans le calcul des plafonds de ressources ouvrant droit aux prestations sociales. Alors je pense à l'allocation adulte handicapé, aux prestations de compensation, l'allocation compensatrice ou encore l'allocation logement à caractère social. Et puis il n'y a pas d'impact non plus sur les aides sociales du département. Concernant le contrat d'épargne handicap, donc là c'est l'aspect épargne du contrat d'assurance vie. Donc en fait c'est un contrat d'assurance vie classique, mais qui a une particularité, c'est-à-dire qu'il est souscrit exclusivement par la personne handicapée elle-même. La durée donc, de ce placement est d'environ 6 ans pour bénéficier de la réduction d'impôt, puisqu'il y en a une liée à ce placement. C'est un contrat rachetable, c'est-à-dire qu'on peut faire des retraits temporaires, partiels ou total à tout moment, il n'y a pas de problématique particulière, mais il n'est pas transférable d'une compagnie à une autre. C'est-à-dire que si vous avez dans une compagnie X et vous voulez le mettre dans une autre compagnie d'assurance, ce n'est pas possible. Les versements donc, peuvent être libres ou programmés. Et le contrat, bien sûr, se dénoue. Donc il y a deux solutions. Soit il se dénoue là par un capital, mais aussi par une rente viagère. Donc je vais aborder l'assuré, cette notion d'assuré. La notion d'assuré, c'est en fait, l'adhésion est exclusivement réservée à des personnes physiques atteintes donc lors de la conclusion du contrat d'une infirmité qui l'empêche donc à se livrer à une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité. Donc les contrats d'épargne handicap ne peuvent être souscrits que par des personnes qui sont en âge d'exercer une activité professionnelle. De facto, les mineurs ne peuvent pas souscrire ce genre de contrat, et ni les personnes qui sont à la retraite ou qui ont déjà liquidé leur pension de retraite. L'état d'invalidité, alors pour souscrire un contrat, il y a une autre condition importante, c'est qu'il faut au moment de la conclusion du contrat prouver par tout moyen de preuve son état d'invalidité. Alors généralement on a une carte d'invalidité, mais on peut aussi, je vois que ça s'affiche, mais aussi on peut donc avoir une attestation en milieu scolaire ordinaire avec réduction de salaire. Je m'entends, une personne qui travaille mais qui a une réduction de salaire par rapport à son handicap, peut avoir une attestation pouvant lui permettre de souscrire ce genre de contrat. Et puis toutes les personnes qui sont en accueil protégé ou en centre d'aide peuvent aussi, par le biais de la MDPH, avoir ce type d'attestation. La clause bénéficiaire, donc ça c'est quelque chose d'important dans un contrat d'assurance vie et sur contrat handicap, parce que la clause bénéficiaire, en fait, en cas du décès de l'adhérent, c'est-à-dire de l'adulte handicapé, avant le terme, la clause standard va s'appliquer. Généralement, les compagnies d'assurance mettent des héritiers. Moi, je vous engage à rédiger une clause bénéficiaire un petit peu plus, personnelle, et on peut le faire via donc, un testament, donc
clause testamentaire. Donc ça, voyez, votre conseiller en gestion de patrimoine pour ça, ou votre notaire, il est plus apte à le faire. Et puis en cas de vie, bien évidemment, donc au terme du contrat d'assurance vie, le capital est versé donc, au souscripteur ou à l'assuré plus précisément. Alors à ce moment-là, il peut le prendre sous forme de capital ou sous forme de rente. La transformation donc en cours de vie du contrat. Alors, beaucoup de personnes ont peut-être souscrit des contrats d'assurance vie classiques et puis ne connaissant pas donc l'option handicap. Et de ce fait, aujourd'hui, il y a un rescrit donc, de septembre 2005 qui permet donc aux anciens contrats classiques d'être transformés en épargne handicap. Alors l'avantage est avant tout, je dirais, fiscal, parce qu'on peut avoir éventuellement une réduction d'impôt par rapport à ça. Par contre, je vous dis sincèrement, les compagnies d'assurance sont un petit peu réticentes aujourd'hui, il faut faire un peu de forcing par rapport à ça, mais c'est possible. En tout cas, l'administration fiscale nous le permet. Et puis aussi, il faut prouver bien sûr, au moment donc de cette transformation, il faut prouver qu'on était bien, on avait bien un problème et un handicap à ce moment-là, et donc une infirmité qui permet de souscrire à ce contrat-là. Donc on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Les avantages spécifiques de l'épargne handicap. Donc là aussi, les contrats d'épargne handicap ne sont pas récupérables par les organismes qui versent les aides sociales. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que donc, avec le contrat d'épargne handicap, on peut percevoir une rente viagère. Alors celle-ci, il y a une petite chose à savoir, c'est que la rente, elle ne rentre pas en compte dans le calcul de l'allocation des adultes handicapés, mais dans une limite de 1830 € par an. Alors, on parle là que de la partie d'intérêt. Sinon, il y a un recalcul qui est éventuellement fait et qui est pris en compte par rapport à l'aide sociale, surtout donc, au niveau donc, des prestations. Et les contrats handicap, un autre avantage par rapport aux contrats classiques, c'est qu'ils ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux durant la phase d'épargne. Alors ça, c'est un avantage parce que je dirais, l'épargne travaille beaucoup plus rapidement, puisqu'il faut savoir quand même que c'est 15,5% les prélèvements sociaux aujourd'hui. Donc ça permet de dynamiser un peu plus le contrat. Par contre, l'administration fiscale n'est pas si généreuse que ça, c'est que les prélèvements sociaux, en cas de retrait partiel, sont bien évidemment pris. Mais ça permet quand même de booster un petit peu plus le fonds en euros, par exemple, si c'est le cas. La réduction d'impôt, c'est un autre avantage donc, des deux formules, c'est-à-dire de la rente sur vie et de l'épargne handicap, parce que vous avez droit donc, à une réduction d'impôt qui est égale à 25% donc, des primes versées sur les deux contrats, contrat prévoyance et épargne, et c'est dans une limite de 1 525 € par an et 300 € donc, par enfant à charge. Donc c'est tout un ensemble de contrats dans le même foyer fiscal. Par contre, bien sûr, si vous êtes non imposable par exemple une année et que vous avez versé sur votre contrat, et malheureusement vous n'allez pas pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt puisque vous êtes non imposable, vous ne pourrez pas l'utiliser pour l'année prochaine. Ça, c'est perdu. Voilà, et bien sûr, la compagnie d'assurance ou les compagnies d'assurance vous donnent chaque fois que vous avez fait un versement un certificat qu'il faudra donner aux services fiscaux pour justifier donc, de votre réduction. Là, je vous ai fait un petit exemple. C'est un couple qui a un enfant handicapé à sa charge, qui a souscrit donc, au profit de celui-ci un contrat rente sur vie et qui a versé donc, en 2014 une prime de 1 500 €. Et puis cet enfant a lui-même conclu un contrat, lui, d'épargne handicap, et il a versé 600 €. Le total des primes versées, c'est 2 100 € au total pour cette année-là. Et bien, compte tenu des 1 525 € et des 300 € par enfant à charge, eh bien, on va atteindre une réduction d'impôt égale à 456 € à appliquer sur l'imposition. La fiscalité en cas de rachat. Alors là, c'est tronc commun pour tout le monde par rapport à l'assurance vie classique. C'est qu'en cas de rachat partiel ou total, donc, les produits financiers donc, du contrat d'assurance vie sont soumis soit à l'impôt sur le revenu, donc ça réintègre dans vos revenus professionnels, ou soit vous avez encore l'option, et ça a été conservé parce que ça a été supprimé sur tous les autres classements, vous avez l'option prélèvement libératoire forfaitaire qui permet que lorsqu'on se situe dans une tranche marginale d'imposition assez élevée, de peut-être profiter d'un abattement, en tout cas d'un forfait, qui est peut-être plus intéressant.
Alors là, je vous ai essayé de vous faire un petit dessin, un petit schéma. Là, au milieu, donc là, c'est mon camembert. Vous avez au milieu du camembert, c'est le capital, et autour, c'est pas la croûte, mais c'est les intérêts. Et en fait, mon petit triangle au milieu, c'est lorsqu'on prélève, en fait, lorsque vous faites un retrait partiel, dans le cas présent, vous allez avoir, votre assureur va vous prélever, grosso modo, pour être schématique, 1/3 d'intérêt et 2/3 de capital. Sachant qu'on n'est qu'imposé sur le 1/3 d'intérêt, eh bien, l'imposition sur le contrat d'assurance vie, en cas de rachat partiel programmé, par exemple, donc ça peut être pour faire des revenus à l'enfant handicapé, eh bien, ça peut être tout à fait intéressant parce que peu fiscalisé. Là, je vous ai fait d'ailleurs un petit exemple. Là, c'est des parents qui investissent par exemple 100 000 €, donc à 3%. 3%, c'est un peu junior en ce moment, mais 3% donc, sur un contrat épargne handicap. Donc on a au bout d'un an 103 000 €. Je fais très schématique, je vais parler des frais de gestion, des choses comme ça. Mais s'ils décident de retirer donc aujourd'hui 3 000 €, eh bien la part d'intérêt taxable sera de 87 € et la part de capital de 2 913 €. Alors bien sûr, cette proportion évolue en fonction des années du contrat, c'est-à-dire plus on le détient, plus la part d'intérêt augmente. Mais dans ce cas-là, par exemple, pour une première année, l'imposition sera quasiment nulle, puisqu'on aura une taxation que sur 87 € et pas 3 000 €. Donc c'est quand même avantageux. La fiscalité en cas de rente, alors là c'est toujours par rapport à l'épargne handicap, on peut sortir donc en rente viagère, donc dans ce cas-là les produits financiers ne sont pas taxables sur l'impôt sur le revenu, par contre bien sûr toujours soumis là, à ce moment-là aux prélèvements sociaux, au moment de sortie en rente en fait, hein. Et donc au cours de la rente, eh bien, cette dernière va être soumise donc, à l'impôt sur le revenu, mais avec un abattement, et elle sera bien sûr toujours soumise aux prélèvements sociaux à ce moment-là, puisque c'est des rachats. Mais la fiscalité est quand même intéressante parce qu'à l'âge où l'adulte ou l'enfant handicapé va récupérer sa rente, généralement il sera majeur, par exemple s'il a 52 ans, là on va se mettre dans cette formule-là, eh bien il va avoir un abattement sur ses rentes de 50%, c'est-à-dire qu'il va déclarer que 50% au niveau donc, de sa déclaration d'impôt. Et c'est dégressif en fonction de l'âge du crédit rentier. La fiscalité en cas de décès, alors là, elle diffère en fonction donc, de l'adhésion du contrat, en fonction des primes qui sont versées, des dates à lesquelles elles sont versées, et de l'âge en fait aussi de l'assuré lorsqu'il les verse. Alors là, c'est le tronc commun là aussi pour les contrats d'assurance vie que vous connaissez aujourd'hui. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail du tableau, parce qu'on pourra en rediscuter sur le forum, mais en tout cas, aujourd'hui, si vous souscrivez un contrat d'assurance vie, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez moins de 70 ans, et que ça peut être par exemple le cas d'un parent qui verse, donc il a moins de 70 ans, il verse une prime importante sur son contrat d'assurance vie, eh bien les primes seront exonérées de droits de mutation ou de droits de succession à concurrence de 152 500 € par bénéficiaire, c'est-à-dire que autant d'enfants il peut mettre autant, il aura autant d'abattement de 152 500. Il se rajoute cet abattement, bien sûr, aux abattements civils que l'on peut avoir donc, sur une succession classique. Et après 70 ans, l'abattement sur la succession est alors là diminué. Donc on a toujours les 152 000 avant, mais on a un abattement supplémentaire qui est de 30 500 €. Mais là, c'est tout contrat d'assurance vie confondu. Donc ça, c'est des codes civils, n'importe quoi, le code général des impôts, qui nous explique tout ça. Alors bien sûr, il y a quelques petites choses à savoir en plus, mais là, c'est vraiment après au cas par cas. Hop. Donc en résumé, le contrat rente sur vie ou le contrat épargne handicap sont vraiment des formules intéressantes pour constituer des ressources pour un enfant handicapé. Ça permet aussi aux parents de trouver un cadre sécuritaire. Et voilà, et ça permet bien sûr donc au final que ces ressources soient vraiment utilisées pour lui. Alors bien sûr, on est rentré pas vraiment dans le détail tous les trois parce qu'on avait un timing très court. Par contre, au forum, on va rester à peu près 2 heures. Vous pourrez nous poser éventuellement des questions un petit peu plus personnelles et à ce moment-là, on sera une joie de vous y répondre, tout simplement. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation. Messieurs, je vous remercie. Monsieur Bardasson, excusez-nous pour ce
petit problème informatique. Et donc, comme M. Bernasson vous le disait, vous pouvez retrouver donc, le juge Lemoine, Maître Soyer et M. Bernasson sur le forum si vous avez des questions un petit peu plus particulières ou si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail sur une question qui vient d'être abordée. Voilà, maintenant je vais laisser la place à nos autres conférenciers. Et on va aborder donc ensemble l'inclusion en milieu ordinaire avec la scolarisation et l'inclusion des adultes.